Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la watchlist du mois de juillet 2020, donc toutes les séries que j'ai vues, tous les films que j'ai vus et tous les livres que j'ai lus pendant ce mois-ci. Tout d'abord, au cas où vous entendez du bruit en fond, c'est ma fille, le centre aéré est fermé donc on se comprend. Alors en matière de films, j'ai commencé le mois en regardant le film Antise qui date de 1999, qui est une adaptation du livre La maison hantée de Shirley Jackson que j'ai lu pendant le mois de juin. Je vous en avais parlé sur la chaîne. J'avais vu l'adaptation La Maison du Diable qui datait des années 60 et que j'avais plutôt apprécié. Et Antise, je l'avais déjà vu il y a un petit moment et j'en avais un assez mauvais souvenir. Je l'ai revu pour me remettre dans le bain, pour me remettre dans l'ambiance et c'était encore pire que dans mon souvenir. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je m'attendais à un truc tellement moche que c'était encore plus moche que ce que je me souvenais. Mais ce film est catastrophique. Le problème de ce film-là, c'est qu'ils ont voulu en faire beaucoup trop, alors que c'est une ambiance qui se prêtait plutôt à quelque chose d'intimiste, à quelque chose dans la suggestion. Et ici, ils ont voulu mettre le paquet en effets spéciaux, sauf que les effets spéciaux sont extrêmement laids. L'histoire, si vous ne la connaissez pas, on suit un groupe de personnes mené par un professeur joué par Liam Neeson qui passe le week-end dans un manoir qui est réputé pour être hanté et pour étudier donc les phénomènes paranormaux, sachant que les personnes qui sont conviées dans ce lieu sont censées être très réceptives aux phénomènes paranormaux. Donc voilà, ce sont les cobayes parfaits pour cette expérience, sauf que forcément ça se passe très mal, etc. L'histoire, elle est très bonne, moi j'avais beaucoup aimé le livre La Maison hantée, j'aime beaucoup La Maison du Diable, mais c'est très mal réalisé, les acteurs ils sont dans le surjeu constant, c'est juste horrible à voir, on dirait que tout le monde est en roue libre, et les effets spéciaux sont épouvantable. Épouvantable. Sans mentir, c'est horrible à voir. J'ai passé quasiment tout le film à me marrer, tellement c'était mauvais. Et ce film est bien connu pour une scène dans laquelle ils ont oublié d'effacer un câble. En fait, il y a un des personnages qui se fait tirer de son lit par un fantôme, sauf qu'en fait, on voit le câble. Donc c'est bon, ça vaut au moins le détour si on a envie de rigoler. Ensuite, j'ai continué ma rétrospective de David Cronenberg. Depuis le début de l'année, j'essaye de mater au moins une fois par mois un de ses anciens films que je n'ai pas encore vu, parce que je me suis rendu compte que, mis à part certains films comme par exemple La Mouche, ou ses films plus récents, j'avais raté quand même énormément de films de David Cronenberg, notamment toute sa période body horror, qui est quand même emblématique pour ce réalisateur. Donc ce mois-ci, j'ai maté le film Crash, qui est un film assez particulier parce que c'est pas vraiment de l'horreur, mais il utilise quand même cette thématique du body horror. Ici, on suit un couple qui n'a plus vraiment de vie sexuelle. Ils ont une grosse baisse de libido, on va dire, et ils décident chacun de leur côté d'avoir des relations extra-conjugales, et le soir, ils se les racontent en essayant d'attiser la flamme entre eux, sauf que bon, ça ne fonctionne pas, jusqu'au jour où le mari a un accident de voiture, et il va faire la rencontre d'un groupe de gens qui sont fétichistes des accidents de voiture et des blessures dues aux accidents de voiture. Donc ils sont complètement obsédés par ça. Il y en a un qui est absolument obsédé par les accidents de voiture ayant entraîné la mort de célébrités. Donc voilà, le mari va essayer de raviver la flamme de son couple à travers ce fétichisme-là. Il entraîne sa femme là-dedans. Bon, après, sincèrement, le film, je l'ai suivi avec plaisir, on va dire. Mais une fois que le film s'est terminé, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas si intéressant que ça, parce que ça raconte pas grand-chose au final. Alors, c'est clairement du porno soft, hein, voilà. Il y a beaucoup de scènes de sexe, quand même assez explicites par moments. Personnellement, bon, ça me dérange pas, hein, mais je trouve que le film, voilà, raconte pas grand-chose. Je trouve que parfois, il y a des choses qui sont mal exploitées. Je pense notamment au personnage de Rosanna Arquette, qui est pour moi l'incarnation même dans ce film-là du thème du film, parce que c'est une femme qui a eu un accident de voiture extrêmement violent, et en fait elle a une espèce de prothèse de corset gigantesque qui lui prend vraiment tout le buste, toutes les jambes, elle a des énormes cicatrices derrière les jambes, et c'est un personnage qui est hyper sexy, qui est présenté de façon très sexuelle. J'ai beaucoup aimé ce personnage, mais je trouve que par exemple elle n'était pas super exploitée, alors que elle incarne tellement bien l'idée même du film. Je trouvais que c'était dommage, mais bon, après, voilà, c'est un film à voir dans la filmographie de David Cronenberg. Ensuite, j'ai maté le film Relique. Donc, je vous en avais parlé sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo spéciale pour vous le présenter. Je vous mettrai le lien en haut à droite. C'est un film d'horreur, un drame horrifique australien réalisé par Nathalie Erika James. J'ai adoré ce film. Sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors, pour le moment, il n'est pas disponible en France, mais a priori, il aurait droit à une sortie en salle assez prochainement, donc
à surveiller. De toute façon, je vous tiendrai au courant si j'en sais plus prochainement. Dans Relique, on suit une grand-mère, une mère et une fille qui vont se retrouver forcées à cohabiter ensemble dans la maison de la grand-mère parce que la grand-mère souffre d'Alzheimer. Elle a disparu pendant plusieurs jours et du coup sa fille s'inquiète pour elle et va essayer de la placer en maison de retraite. Sauf que dans la maison de la grand-mère, il semble y avoir des phénomènes paranormaux. Mais au final, on se rend compte assez rapidement que ces phénomènes paranormaux ne sont que l'expression du mal-être de la grand-mère, du mal-être de sa fille. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vraiment un film qui va utiliser l'horreur pour illustrer son propos et pour illustrer voilà, le drame de son histoire. C'est une métaphore sur la peur de vieillir, sur la peur de mourir, sur la peur de ne plus se reconnaître, de ne plus être soi-même, etc. Vraiment, c'est un film absolument magnifique. J'espère qu'il sortira en salle et s'il sort en salle, je retournerai le voir avec grand plaisir. Sur Netflix, j'ai vu le film Oppression avec Naomi Watts. Le synopsis me faisait vraiment de l'œil. J'aime vraiment ce genre d'histoire-là. Sauf que j'ai été extrêmement déçue. On suit une pédopsychiatre qui vit seule, complètement isolée avec son beau-fils qui est tétraplégique. Voilà, il a eu un accident de voiture dans lequel son mari, elle, est mort. Elle s'occupe de lui, elle vit complètement seule, complètement recluse, sa maison est en plein milieu de la forêt, complètement enneigée, etc. Et elle commence à vivre plus ou moins des phénomènes paranormaux dans sa maison, donc elle commence à s'inquiéter. Sauf qu'à un moment, il y a un retournement de situation, il y a une espèce de twist final qui est extrêmement mauvais, que j'ai trouvé complètement improbable en plus de ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a complètement sorti du film. Je me suis dit... pire explication qu'on puisse trouver en fait dans ce genre de film. Je trouvais ça vraiment dommage, ça m'a complètement gâché en fait le film. Clairement, ça m'a gâché le film. J'aurais préféré que les phénomènes paranormaux en fait, ça soit juste l'expression de son mal-être et l'expression de sa paranoïa, parce que voilà, elle vit dans un contexte qui est quand même extrêmement étrange, parce que son beau-fils est tétraplégique, mais il a aucune interaction avec elle, en fait, il parle plus, il est plus du tout autonome, donc elle est obligée de complètement s'occuper de lui à 100%. Et en plus de ça, c'est sa belle-mère, donc ils ont quand même une relation qui est assez particulière. J'aurais aimé que ça soit juste un film basé sur la psychologie du personnage, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui est extrêmement dommage. Ensuite, j'ai vu le film Yummy, qui est un film d'horreur belge et que j'ai adoré. Franchement, c'était un film d'horreur très gore, bien dégueu, mais vraiment marrant. Voilà, moi j'aime beaucoup le gore quand c'est fun, quand c'est décomplexé. Et ici, c'est complètement le cas. On va suivre un jeune couple et la mère de la fille qui partent dans les pays de l'Est en fait pour faire des opérations de chirurgie esthétique. La fille veut faire une réduction mammaire, la mère veut faire des liftings, des trucs comme ça, etc. Sauf qu'en fait, au moment où ils arrivent dans la clinique esthétique, il y a une sorte d'expérimentation qui est faite et qui transforme les patients en zombies. C'est hyper drôle, voilà, c'est vraiment du fun. Il y a des scènes qui sont dégueulasses. Franchement, il y a eu quelques scènes où j'ai eu limite un petit haut le cœur parce que ils vont quand même assez loin dans leurs idées, mais au moins c'est très marrant. Voilà, c'est vraiment fait au second degré. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le gore, surtout quand c'est avec des zombies. Voilà. Vous savez que moi, la comédie horrifique avec des zombies, c'est un genre que j'adore. Et ici, ça relève bien le défi, voilà. C'est un film qui va sortir, il me semble, en octobre en DVD et Blu-ray en France, donc vous pourrez le voir à ce moment-là si ça vous plaît. Mais en tout cas, c'était très marrant, voilà. Mais je pense que c'est typiquement le genre de film qui plaira pas à tout le monde. Mais si vous aimez ce genre de délire, si vous aimez le film Cooties que je vous avais présenté sur la chaîne, je pense que vous allez apprécier celui-là. Ensuite, j'ai vu le film Red Lights, qui n'est pas un film d'horreur, mais qui est un film fantastique que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est un film, je comprends pas comment j'ai pu passer à côté pendant autant de temps, parce que c'est un film qui est quand même assez ancien. Au casting, il y a Robert De Niro, Sigourney Weaver et Cillian Murphy, donc quand même 3 acteurs que j'apprécie. Je ne l'avais jamais vu, et pourtant, il y avait tout pour me plaire dans ce film. En fait, on va suivre une équipe de scientifiques qui veulent prouver que tout ce qui est médium, voyant, etc., ça n'existe pas. Donc ils vont à la rencontre de médiums, ils participent à des séances de spiritisme et ils vont essayer de prouver à tout prix que c'est du fake, que c'est de la mise en scène, que c'est juste la psychologie des personnages qui jouent. Et ils vont s'attaquer à un grand médium qui est extrêmement connu, qui avait arrêté sa carrière, qui l'avait mise en suspens et qui revient sur le devant de la scène. Et en fait, c'est genre le némésis de Sigourney Weaver dedans. Elle veut à tout prix démontrer que ce mec-là est un charlatan. Vraiment, ce film est
génial. Et puis j'ai adoré, il y a un gros retournement en fin de film que j'ai vraiment adoré, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et j'ai presque envie de le revoir en connaissant la fin en fait, pour voir s'il y a des éléments qui vont m'y mener. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le regarder. Ensuite, sur Prime Video, j'ai regardé le film Extraordinary. Donc, en 2 mots, c'est très important par rapport au film. C'est un film irlandais qui est un film d'épouvante, on va dire, mais drôle. J'ai beaucoup apprécié. Dans ce film, on suit une jeune femme qui est médium, mais qui essaye de le cacher aux autres parce qu'elle a l'impression de ne pas savoir se servir de ses dons. Son père était un grand médium et donc ils travaillaient ensemble parce qu'il savait qu'elle avait ce don. Et elle tient une petite auto-école voilà, dans son village, mais en fait la plupart du temps les gens lui téléphonent parce que leur grille-pain est tenté, parce que le fantôme du grand-père vit dans un tableau et ne veut pas partir. C'est que des histoires loufoques à chaque fois. Et elle va se retrouver à faire équipe avec un homme dont la fille est la cible d'un rituel satanique. C'est très mal raconté, mais en tout cas c'est un très bon film. J'ai beaucoup rigolé, j'aime beaucoup ce genre d'humour british. Les personnages sont toujours à côté de la plaque. Les dialogues parfois sont hyper absurdes, les situations sont hyper absurdes. Je pense que c'est le genre de film qui plaît pas forcément à tout le monde parce que ce côté décalé, ça plaît pas forcément, faut adhérer. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai trouvé les personnages super attachants, j'ai trouvé les situations vraiment drôles. C'était mignon en même temps, ça faisait pas peur, voilà, c'est pas un film d'horreur qui fait peur. C'est vraiment une comédie horrifique et sincèrement, c'est super sympa, c'est sur Prime Video. Si vous voulez le regarder, je vous le conseille vraiment celui-là. Sur Prime Video, encore une fois, j'ai regardé le film The Autopsy of Jane Doe. Alors je l'ai regardé parce que Judith de Demoiselle d'horreur a fait sa dernière vidéo dessus et je voulais avoir vraiment le film en tête avant de voir sa vidéo parce que je l'avais vu quand il était sorti et j'en avais pas un super souvenir. Et effectivement, c'est un film sur lequel je suis extrêmement mitigée. Dans ce film-là, on suit un père et son fils qui travaillent dans des pompes funèbres pour la police locale. Donc ils vont un soir leur apporter le corps d'une jeune femme qui est non identifiée. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Jane Doe. Et elle a été retrouvée sur une scène de crime quand même assez bizarre, assez particulière. On leur emmène ce corps-là et au fur et à mesure de l'autopsie, ils vont se rendre compte que le corps présente des particularités très étranges et ils commencent à être victimes, encore une fois, de phénomènes paranormaux. Je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, je pense. C'est un film sur lequel je suis mitigée parce que j'aime beaucoup l'ambiance du film. C'est très froid, c'est très clinique. Mais en même temps, c'est fait de façon quand même qui est très belle. On n'est jamais dans le gore pour du gore. On n'est pas là pour montrer des corps ouverts ou pour dégoûter les gens. J'aime beaucoup les 2 personnages principaux masculins parce que je trouve que dès le début, on n'en sait pas forcément énorme sur eux, mais avec juste quelques éléments, on va comprendre le passé de ces personnages, on va comprendre leurs relations, et leurs relations en plus fonctionnent super bien. Dès le début, on sent l'alchimie qu'il y a entre le père et le fils. Mais je trouve que le problème de ce film-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, il part dans des effets d'horreur qui sont trop vus, qu'on a déjà vu 1000 fois, avec je regarde dans un trou de serrure et il y a un fantôme qui apparaît. Et ce genre de truc-là, je trouve que ça colle pas en fait avec l'atmosphère qu'il y a au début du film, et c'est ce qui me dérange en fait dans ce truc-là, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment du film, ça bascule dans un autre genre. Et c'est quelque chose qui me dérange, parce que le début me plaît, mais la fin, j'ai du mal à accrocher. Donc voilà, je l'ai revu, mais je crois que c'était la 2e et je pense que ce sera la dernière fois que je le vois. Et pour finir les films, j'ai vu le film The Vigil, je vous en ai parlé également sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo à part. C'est un film qui est actuellement au cinéma, donc si ça vous dit de le voir, franchement, moi je vous conseille de vous déplacer en salle pour aller le regarder. On suit un jeune homme qui est issu de la communauté juive, mais qui lui est en train d'en partir parce que voilà, il a vécu un incident traumatique et il a plus envie d'être attaché à tout ça en fait. Et il est embauché pour la nuit pour être gardien pendant une veillée funèbre, et il va se passer des phénomènes paranormaux. J'ai beaucoup aimé ce film-là parce que ça parle énormément du deuil, ça parle énormément de la culpabilité qu'on peut ressentir, du pardon qu'il faut s'accorder à soi-même. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là du film parce que, comme pour le film Relique par exemple, c'est un film qui va vraiment utiliser le prisme de l'horreur pour délivrer un drame en fait, un drame pur et simple. L'horreur, c'est juste voilà l'ambiance du film,
mais c'est pas le propos même, et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que c'est un film dans lequel on s'attache assez rapidement au personnage principal, on a envie d'en savoir plus, on a envie de le voir s'en sortir, on a envie qu'il arrive à dépasser les traumatismes qu'il a vécu. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, quand j'arrive vraiment à m'attacher à fond sur un personnage dans un film, c'est presque gagné en fait pour moi. Et voilà, j'ai bien aimé ça. Après, j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit plus ou moins un film de possession, on va dire, qui utilise la religion juive, parce qu'on utilise toujours la religion catholique, et du coup, les films de possession ont toujours tendance à se ressembler, faut bien l'avouer. Ici, au moins, c'est original, ça éveille quelque chose d'autre, voilà, ça nous met face à des rituels qu'on ne connaît pas forcément. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Après du coup j'ai fait plein de petites recherches, j'ai eu plein de commentaires super intéressants d'ailleurs sur la vidéo qui m'ont expliqué plein de choses par rapport à la religion juive. Donc c'est voilà. Mais sincèrement The Vigil, c'est peut-être pas le meilleur film d'horreur que vous verrez cette année au cinéma. Mais en tout cas c'est un film qui mérite le détour. C'est une première réalisation de Keith Thomas et à mon avis c'est un réalisateur qu'il faudra suivre. Pour les films c'est tout. Pour les séries j'ai commencé à regarder sur Netflix la série Ju-On Origins, qui est donc une espèce de préquel de The Grudge. Mais je n'ai pas du tout aimé, sincèrement, j'ai regardé 4 épisodes il me semble, et encore pour l'épisode 3 et l'épisode 4, je me suis vraiment forcée à les regarder parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que j'avance pour pouvoir me mettre dans l'ambiance, mais j'ai pas du tout adhéré. Comme ça, de tête, je pourrais même pas vous raconter l'histoire, voilà, c'est The Grudge. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'en ai aucune idée. Sincèrement, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout réussi à me prendre au jeu. J'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé l'atmosphère, j'ai pas aimé les personnages. En plus, il y avait des réactions de personnages qui me chagrinaient en fait. Donc, il y a des fois où je trouvais les choses trop incohérentes. Je sais pas si c'est parce que, en plus, voilà, The Grudge, c'est pas forcément des films que j'aime particulièrement. Donc, c'est pas une série que j'attendais avec impatience. Et voilà, au bout de 4 épisodes, j'ai vraiment pas du tout eu envie d'aller plus loin. Donc peut-être que si The Grudge, cet univers-là, ça vous intéresse, peut-être que vous allez y trouver votre compte. Vous me direz, ou même si vous l'avez déjà vu, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment arrêté. Ensuite, en série sur Prime Video, j'ai continué encore des épisodes de Into the Dark. J'y vois presque la fin, là, ça y est, j'arrive presque à la fin. Il me reste plus beaucoup d'épisodes à regarder. Mais encore une fois, c'était mauvais. Sincèrement, pour trouver de bons épisodes dans la saga Into the Dark, c'est extrêmement dur. J'ai regardé l'épisode Down qui se passe pour la Saint-Valentin. Il est dans la saison 1, on suit une jeune femme et un jeune homme qui sont collègues de boulot, qui le soir de la Saint-Valentin font des heures sup et décident de quitter le bureau ensemble. Ils prennent l'ascenseur ensemble, l'ascenseur tombe en panne et ils sont obligés de passer de très longues heures enfermés tous les deux dans cet ascenseur. Ils vont apprendre à se connaître, etc. Sauf que voilà, les apparences sont trompeuses et qu'il semblerait que l'ascenseur ne soit pas tombé en panne par l'opération du Saint-Esprit. J'ai bien aimé le concept de base. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Mais cet épisode était beaucoup trop long pour ce qu'il racontait. Et c'est souvent le problème avec Into the Dark. C'est qu'il y a des fois où il y a une bonne histoire, il y a un bon concept. Sauf qu'ils veulent à tout prix étirer ça sur 1h20. Et c'est vraiment pas nécessaire. Pour moi, l'histoire, en 50 minutes, ça aurait été largement bouclé. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est trop long, moi, comme ça, et que ça raconte pas grand-chose, j'ai l'impression qu'ils essayent de combler les vides. Et moi, au final, je m'ennuie carrément, en fait, en regardant les épisodes. La plupart du temps, je m'ennuie. Et c'est super dommage, parce que du coup, à la fin du film, je suis saoulée, j'ai juste hâte de voir la fin, et ça me gâche un peu l'expérience, je pense. Ensuite, j'ai regardé un autre épisode qui s'appelle Treehouse. Alors, c'était l'épisode pour la journée de la femme, apparemment. C'était tellement pas clair que j'ai dû chercher sur internet pour être sûre que ça soit bien la journée de la femme. Apparemment, c'est ça. Épisode extrêmement mauvais. Alors là, l'autre était moyen, mais alors celui-là est vraiment mauvais. Je crois que c'est l'épisode qui est le plus mal noté de tous les épisodes d'Into the Dark, mais ça ne m'a pas découragée pour le voir. Dans cet épisode, on suit un type qui est un chef reconnu, qui est absolument exécrable, qui est un mec qui a été accusé de harcèlement sexuel, d'agression, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas un type bien. Il passe quelques jours dans sa maison de vacances et il fait la rencontre de plusieurs jeunes femmes qui sont là pour un enterrement de vie de jeune fille. Et elles vont plus ou moins le séquestrer. C'est plus ou moins une histoire de sorcière, mais c'est hyper mauvais. Franchement, c'était tellement mauvais parce que c'était tellement cliché. Je pense que l'intention du réalisateur, c'était de faire un truc un peu girl power, sauf que
Bah non, franchement, c'était vraiment raté. C'était plus ou moins presque ridicule en fait par moment. Je pourrais même pas vous en dire plus, je pense, parce que j'ai passé un mauvais moment en le regardant. Hein. Clairement, j'en voyais plus la fin. J'avais quand même envie de savoir s'il allait avoir un truc à la fin qui peut-être allait me relancer un peu, mais pas du tout, c'était complètement raté. Celui-là, alors je ne vous conseille absolument pas. Et j'ai regardé l'épisode qui s'appelle School Spirit, qui est, encore une fois, beaucoup trop long, mais c'est vraiment le problème avec cette série. Je comprends pas le concept, parce que vraiment l'idée de base est géniale, mais c'est mal exploité. Dans School Spirit, on suit plusieurs lycéens qui sont en retenue dans leur lycée. Ils commencent à se raconter des histoires comme quoi il y a un fantôme dans le lycée qui tue des étudiants, etc. C'est une espèce d'histoire de fantôme vengeur. Il y a un retournement de situation qu'on voyait venir à 10 km qui est absolument pas choquant ni quoi que ce soit. Quoi. Franchement, c'est tellement classique en fait dans son histoire, dans sa construction, dans ses personnages, dans ses révélations qu'à aucun moment on est surpris. Et que voilà, non, c'est vraiment ceux-là, les 3 épisodes que j'ai vus ce mois-ci étaient peut-être parmi les pires que j'ai vus. Et enfin, en livre, pour finir, j'ai enfin terminé le Tour d'écrou de Henry James. Voilà, je pense que ce livre, je l'ai commencé au mois de février. Je pense que j'avais jamais mis autant de temps pour lire un livre aussi petit, parce qu'en plus il est vraiment pas énorme. Mais du coup, je vous en avais peut-être parlé dans la vidéo de mars ou de février, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé. J'avais voulu le lire avant que le film The Turning ne sorte. Donc ça date quand même. Je l'ai fini récemment. Le problème de ce livre-là, c'est que le rythme est hyper lent, le style est super lourd. Alors je ne sais pas si c'est peut-être un problème de traduction, ce qui n'est pas impossible. Mais en tout cas, c'était une épreuve de lire. À chaque fois que je le lisais, je m'endormais en fait. Moi, je lis le soir en plus avant de dormir. Mais là, à chaque fois, je devais lire 2 pages et somnoler à chaque fois. Le Tour d'écrou, c'est l'histoire d'une gouvernante qui va s'occuper de 2 jeunes enfants dans un immense manoir en Angleterre. Et elle a l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre avec les enfants. Voilà, ils ont des comportements qui sont quand même assez étranges parfois pour des petits enfants. Et c'est une histoire de fantômes, c'est une histoire de revenants. C'est intéressant en fait. Le truc c'est ça, c'est que l'histoire est intéressante, c'est bien trouvé, c'est bien amené, j'ai bien aimé la fin, je m'y attendais pas forcément. Mais je pense que c'est peut-être un problème de traduction comme je vous disais, mais le style il est hyper pompeux, il est hyper lourd, les phrases elles sont sans fin. Et puis on a ce personnage de gouvernante qui du coup est hyper investie dans sa mission avec les enfants. Tout de suite, elle les adore, elle est presque fascinée par ces gamins. Donc, il y a cette relation aussi qui est quand même assez étrange parfois. Et elle a l'impression voilà, que quelque chose ou quelqu'un leur veut du mal. Et elle est hyper possessive avec eux, elle est très paranoïaque. Et c'est vrai que ce personnage-là, en fait, je le trouve un peu antipathique. Il y a quelque chose qui fait que ce personnage me dérange. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Mais c'est pas un personnage qui me plaît. Et en plus, comme le livre est raconté de son point de vue à la première personne, bah, du coup on est vraiment au plus près d'elle et c'est vrai que suivre un personnage qu'on n'aime pas à ce niveau-là c'est un petit peu compliqué. Mais ceci dit, voilà, je voulais vraiment le finir absolument avant la saison 2 de The Haunting de Mike Flanagan, parce que vous savez que la saison 1 c'était The Haunting of Hill House qui était donc l'adaptation de La Maison Hantée de Shirley Jackson. Et la saison 2, ça sera The Haunting of Bly Manor, qui est donc l'adaptation du Tour d'écrou d'Henry James. Donc voilà, j'avais vraiment envie de finir le livre avant que la saison commence, même si on n'a pas encore de date pour la saison. Mais je suis contente de l'avoir lu, mais c'était pas une lecture vraiment palpitante. Donc voilà. Écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit en fond. Je suis désolée, mais c'est les vacances scolaires. Dites-moi dans les commentaires si certains films ou si certaines séries vous tentent, si je vous ai donné envie de les voir. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez déjà vus. Donnez-moi vos avis dessus. Donnez-moi votre avis sur la série de Ju-On Origins si vous l'avez regardée, si vous l'avez appréciée. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager dans mon travail, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!